Alors, bonjour. Alors, avant de commencer la conférence, je souhaite la dédier à Nex Bénédicte, élève non-binaire subissant du harcèlement et décédée après avoir été battue dans son école la semaine dernière, mais aussi à Yousra, Marianne, Ingrid, victime belge de féminicide ces premières semaines de 2024, mais aussi à toutes les autres victimes de la haine, de la misogynie, de l'homophobie, de la transphobie, qui nous montrent que, encore aujourd'hui, en 2024, il est important de se faire entendre et il est important d'avoir des discussions comme celles que nous allons avoir dans quelques instants. Je m'appelle Hortense et je serai la modératrice de cette conférence. Je me genre au féminin et mon pronom est donc elle. Nous allons commencer la conférence par un temps d'échange autour de plusieurs questions. J'inviterai ensuite les conférencières à ma droite, à parler de leur publication, de leur actualité aussi, et nous terminerons la conférence par un moment de questions-réponses entre l'audience et les conférencières. À ce moment-là, je rappellerai le cadre SAFER afin que tout se déroule au mieux et pour tout le monde. Entre-temps, je vous demande juste de respecter la parole des conférencières, d'être respectueux envers ce qu'elles disent et d'être safe un maximum. Et puis, je vous expliquerai comment débattre et comment échanger au mieux. Alors, à ma droite, nous avons Bettina Zourli, militante féministe, dont l'un de ses combats majeurs est le droit de ne pas avoir d'enfants. Tu es aussi journaliste et autrice sur les questions féministes. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée lors de mon master en études de genre et de pouvoir te retrouver ce jour. Victoria Defreng, militante transféministe et étudiante, dont le combat principal est la lutte contre la transphobie et la reconnaissance des transidentités. Je te suis sur Instagram depuis tes débuts et je suis heureuse de pouvoir échanger avec toi. Et alors, Stéphanie Ngaloula, activiste écoféministe décoloniale, notamment engagée dans les combats tels que les luttes intersectionnelles, le droit au logement, l'alimentation, la justice sociale et en politique. Tu as entre autres été épinglée parmi les 40 personnalités de moins de 40 ans qui font bouger la Belgique. Après plusieurs échanges informels, je suis sincèrement heureuse de partager ce moment à tes côtés. Alors, pour ceux qui l'auraient remarqué, il nous manque une personne dans le panel, c'est Ihsan Awash, entrepreneuse sociétale et expert dans les thématiques de la diversité, l'égalité et l'inclusion, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui. Pour vous présenter, donc le sujet, c'est être féministe et engagée, quelle implication dans la société. Alors, j'avais préparé un texte pour vous expliquer ça, mais je vais plutôt vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Donc, hier soir, je rentre du festival, je regarde Instagram et je tombe sur un post. Et je vais vous le lire et vous allez voir pourquoi c'est important encore des conférences comme aujourd'hui. Alors, c'est un post du média L'Importante qui nous dit que c'est les 5 news de la semaine. Alors, dans l'État du Missouri, aux USA, une loi interdit aux femmes enceintes de divorcer. En Afghanistan, la police talibane de la province de Khost interdit tout contact entre les femmes et les médias. À Seine-Saint-Denis, un enfant de 11 ans appelle la police et sauve sa mère, violemment agressée par son père. Olivia Ruiz révèle avoir été victime de soumission chimique, donc ça veut dire que c'est être droguée pour subir des agressions sexuelles. Et alors, en Guinée-Bissau, 8 femmes accusées de sorcellerie mortes empoisonnées. Alors, je vois ça, je me dis, le lendemain, j'ai une conférence sur le féminisme avec un si beau panel, et je me dis, en fait, c'est tout à fait logique, et c'est normal d'encore avoir ce genre de débat et de discussion aujourd'hui, c'est essentiel. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir ceci aujourd'hui et discuter du féminisme et du transféminisme dans la société actuelle et de ses combats. Alors, avant de commencer réellement la conférence, je vais demander à chacune, pour vous connaître un peu plus, de choisir une citation ou un proverbe qui vous correspond et de nous l'expliquer. Bettina, tu veux commencer ?
Ok, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la présentation. Ouais, alors j'avais reçu la question avant et pour illustrer moi les luttes que je mène, je choisis la citation « Il faut tout un village pour élever un enfant contre toute attente ». Parce que je considère que, évidemment, donc je tiens un compte Instagram qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant », mais je milite autant pour la liberté de ne pas être parent que pour la liberté d'être parent et surtout d'avoir les conditions optimales pour élever son enfant. Donc dans une logique de justice reproductive, qui est un terme un concept qui a été mis en avant par les militantes afroféministes, et donc dans une logique intersectionnelle de j'ai envie de soutenir aussi les parents et surtout les mères qui subissent des discriminations pour avoir des conditions optimales, et notamment autour de l'idée de village, parce qu'on a besoin de collectifs pour élever des enfants. Voilà. Victoria, Stéphanie. J'ai vraiment beaucoup essayé, mais je ne suis pas arrivée avec une phrase toute faite, ou enfin, on va dire un dicton ou quelque chose que j'aurais déjà entendu. Je pense vraiment de plus en plus que ce qui résonne dans ma tête, c'est surtout le fait de prendre de la place et prendre sa place de manière générale. Et en partant du principe, bien sûr, qu'il n'y a pas une place en tant que telle qui est désignée pour telle ou telle personne, voire même c'est le contraire de ce dans quoi je m'inscris et dans lequel je pense que chacun et chacune d'entre nous devrait s'inscrire, et plus spécifiquement dans la question féministe, c'est celle de vraiment prendre de la place, peu importe la place que l'on choisit d'avoir de manière générale, parce que pour certaines d'entre nous, que l'on soit une personne transgenre, quelqu'un de non-binaire, une femme noire, une femme handi ou peu importe, le fait de vivre et de prendre de la place est déjà subversif. Moi, je n'avais pas préparé de citation non plus, j'avoue. Mais juste avant de venir m'asseoir sur cette chaise, j'ai dit à un de mes meilleurs amis qui est dans la salle, il m'a demandé si je me sentais prête, et j'ai dit « fake it until you make it ». Et je crois que c'est ça la citation que je vais choisir ce soir, parce que je n'étais pas du tout vouée à être activiste. Je ne l'ai pas vraiment décidé non plus. Ça s'est un peu imposé à moi parce que j'ai juste essayé de un peu reprendre le contrôle de toute la transphobie que je subissais, et notamment à l'ULB. Et en fait, j'avais pas du tout les armes quand j'ai commencé à être activiste malgré moi. J'avais pas les armes pour me battre. J'avais pas beaucoup de connaissances. Je viens d'un milieu où le capital culturel est extrêmement faible. Et donc, j'avais pas les références, j'avais pas les atouts, j'avais pas les armes. Donc, fake it until you make it, j'aime beaucoup parce que ça, tout est dit. Et pour les personnes qui parlent pas anglais, du coup, c'est faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, ma première question, c'était pouvez-vous m'expliquer comment le féminisme s'est imposé à vous, vu que tu t'étais lancée là-dessus? Je pense que tu pourrais y répondre en premier si ça... Ok, bien sûr. Ben moi, du coup... le féminisme, comment est-ce que j'ai rencontré le féminisme? C'est en faisant des rencontres à l'université, en vrai. Je suis arrivé à l'université et je venais d'un milieu qui était assez de droite, assez conservateur. Et je me pensais super ouvert d'esprit juste parce que j'étais trans. Et donc, je suis arrivé vraiment très fier, en mode, voilà, la trans, hyper ouvert d'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et que j'avais énormément de biais, que ce soit homophobe, misogyne, raciste. J'ai dû les déconstruire en fait par moi-même en me confrontant à des personnes qui me disaient que en fait, ouais, ce que je pensais était hyper homophobe ou hyper misogyne. Et donc, j'ai dû faire un énorme travail de remise en question, de déconstruction, etc. Enfin, un peu comme tout le monde doit le faire, je pense. C'est vraiment au fur et à mesure des rencontres que je suis devenu féministe, et je me considère féministe avant d'être activiste trans, parce que c'est vraiment le féminisme qui s'est imposé à moi avant de m'ouvrir à parler de ma transidentité, à me battre pour les personnes trans et à me battre pour ma place. Je suis vraiment féministe avant d'être activiste trans. Et voilà, le féminisme s'est imposé à moi à travers des rencontres, vraiment. Et puis à travers mes petites recherches personnelles et ma déconstruction qui a été un long chemin et dont je suis assez fière aujourd'hui. Merci. Stéphanie ? Je ne pourrais pas pointer un moment spécifique où j'ai eu une espèce de révélation que, en fait, je considère comme féministe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est
imposé à moi au fur et à mesure. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui a toujours un peu résonné dans mon oreille, c'est le fait que j'entendais souvent, parce que au-delà d'être femme, je suis aussi noire, et au-delà d'être noire, je suis aussi femme. Un qualificatif qui revenait très très souvent pour qualifier les femmes noires, c'était souvent la force, la puissance, peu importe. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce qualificatif revenait de manière aussi limite chronique. Et je crois que c'est ce qui est supposé être un qualificatif positif, in fine, pour moi, est assez problématique. C'est un peu la même idée que celle du... si on prend par exemple les personnes d'origine asiatique à qui on affublerait le fait d'être les minorités les plus... comment dirais-je, la plus discrète et la plus facilement intégrée, etc., etc. Je pense que ça pose aussi un espèce d'échelon qui oblige les gens à être extrêmement performatifs en fonction de ce qualificatif-là qui leur est associé. Et je pense que dans le cas donc, de dire que les femmes noires en particulier seraient fortes, je ne sais pas si elles sont fortes, je pense qu'elles le sont peut-être, mais ni plus ni moins que le reste des personnes minorisées. Mais je pense que lorsqu'elles le sont, c'est parce qu'elles ont vite compris qu'en fait, elles seraient les principales personnes à se sauver elles-mêmes. Et donc, je crois qu'une fois qu'on a compris et accepté que la manière dont on est un peu au carrefour entre sexisme et racisme, et qu'on le veuille ou non, beaucoup de personnes qui se veulent et se réclament féministes et qui vraiment le veulent l'être, évoluent quand même dans un prisme qui est pensé de manière compétitive. Donc, on le retrouve avec des trucs comme le principe du, je sais pas moi, des girl boss, par exemple, qui se réclament comme étant féministes et qui, j'en suis certaine, le pensent très sincèrement, mais dans la manière de penser le féminisme, et un féminisme qui est extrêmement individualiste, extrêmement compétitif, et qui, in fine, reproduit les éléments qui servent à la conservation du patriarcat, quoi. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est imposé, c'est de se rendre compte que dans les deux cas, il fallait quand même à chaque fois essayer de jouer des coudes que pour exister d'une manière ou d'une autre. Bettina, vas-y. Moi, je dirais que ça s'est fait de plusieurs manières. C'était de façon intime d'abord, c'est-à-dire que ça fait des années, que dans ma vie, par exemple, amoureuse, ce genre de choses, ou juste personnelle, je sentais qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai voulu suivre un schéma qui est très classique. Je suis une femme hétérosexuelle, cisgenre, et en fait, je me suis jamais posé trop de questions sur comment ça marchait la vie. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que juste fondamentalement, ça me convenait pas. Et en parallèle, donc quand j'ai eu 27-28 ans, j'ai aussi découvert l'injonction à faire des enfants, en particulier quand tu rentres dans ce schéma de couple hétéro classique et que tout le monde attend de toi que tu te reproduises. Et moi, comme j'en avais jamais eu envie, je suis un peu tombée des nues en me disant, moi, j'ai jamais voulu d'enfant. C'est dur de parler d'absence parce qu'en fait, ouais, c'est juste quelque chose qui m'a jamais interpellée, intéressée. Et du coup, vers 27-28 ans, je me suis dit, oh là là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Tout le monde veut que je fasse des enfants. Et tout le monde me dit, beaucoup de gens, en tout cas, j'ai entendu l'idée que j'étais égoïste si j'en faisais pas, ce genre de choses. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la question, à créer ce compte Instagram qui est du coup une plateforme de relais de témoignages au début. Et de fil en aiguille, en fait, en découvrant d'autres théoriciennes et militantes féministes, j'ai commencé à faire des liens. À la base, c'était vraiment pas quelque chose de politisé, mon non-désir d'enfant. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose de politique en découvrant toutes les imbrications avec d'autres luttes de justice sociale, en fait. Voilà. Ok, merci à toutes les trois. Alors, maintenant, je vais vous demander juste un petit moment de réflexion sur qu'est-ce qui, pour vous, vous a permis de faire évoluer vos luttes, vos réflexions, même si vous avez commencé à donner quelques clés, mais qu'est-ce qui vous a vraiment permis à vous de faire évoluer vos combats, faire évoluer vos réflexions, vos pensées? On a l'échange, on a tout, mais comment vraiment, et même comment vous faites pour les faire évoluer? Donc, je veux dire... comment, quand vous êtes face à une question sans réponse, comment vous allez faire?
Ce qui me vient directement à l'esprit, c'est de découvrir que j'avais un point de vue situé. Donc, une expression qu'on aime beaucoup dans les milieux féministes, à savoir que je n'étais pas neutre et que ma personne, le milieu d'où je viens, mon éducation, ma couleur de peau, mon orientation romantique, etc., font que j'ai des préjugés ou une pensée qui m'est propre. Et du coup, ce qui m'aide énormément, notamment pour le sujet que je traite, qui est l'injonction à faire des enfants, et les discriminations liées à la maternité au sens large, c'est d'écouter les personnes qui ne sont pas comme moi et du coup de me décentrer. C'est vraiment le truc majeur, c'est dont on a beaucoup parlé en master genre, n'est-ce pas? La théorie du point de vue situé, c'est que en fait je fais partie, par exemple, je suis une femme blanche, en fait ça m'a mis vachement de temps avant de me rendre compte que j'étais une femme blanche, parce qu'en fait on remet jamais en question, j'avais jamais été confrontée à une remise en question là-dessus, notamment sur la thématique de la maternité, et qu'en fait elle ne touche pas pareil une femme blanche, une femme noire, etc. Donc moi c'est vraiment le truc qui m'aide le plus dès que je veux traiter un sujet en tant que journaliste ou sur la création de contenu que je fais, dans le contenu que je propose gratuitement sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'avoir un temps de réflexion, de prise de recul, de me dire ok, moi je pense ça, et quelle est la parole, que pensent les concernés, normal, mais je veux dire c'est pas évident pour tout le monde, et d'essayer d'être le plus exhaustif possible justement dans la corrélation des points de vue. Voilà. Merci. Moi, je pense que ma réponse, elle va se scinder en deux. D'abord, il y a l'importance des modèles. Moi, je sais que c'est ça qui m'a poussé énormément à élever ma voix. C'est le fait que d'autres personnes trans le faisaient. Et ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai beaucoup cogité sur la manière dont j'allais pouvoir élever ma voix. Et c'était vraiment l'importance des modèles, quoi. Aller chercher ce que les autres personnes trans disent et toujours confronter ce que moi je pense à ce que d'autres personnes pensent. Je pense que c'est hyper important pour ne pas tomber non plus dans, justement, ça fait lien avec le point de vue situé, de dire, juste reproduire tout le temps les mêmes paroles et jamais proposer quelque chose de nouveau, et je trouve pas ça forcément intéressant. Et moi j'aime bien vraiment m'inspirer d'une multitude et d'un éventail le plus large possible d'autres vécus, d'autres paroles, d'autres voix, pour me forger vraiment un point de vue. Ça c'est d'un côté, parce que ça c'est un peu les influences extérieures, je vais dire, et puis il y a un peu les influences intérieures, c'est-à-dire mes proches et surtout mes amis proches. Très souvent mes posts Insta sont juste des espèces de débriefs de conversations avec mes potes en fait. J'ai la chance, même si je me le suis créé aussi moi-même, d'avoir des personnes très très intelligentes autour de moi et qui m'offrent toujours une autre vision et qui ont souvent des angles d'approche très différents parce que des points de vue situés différents. Et du coup, c'est toujours très intéressant d'avoir des échanges avec mes potes et avec mes proches qui sont très politisés, elles aussi, et qui me permettent justement parfois quand je suis face à un point d'interrogation et quand je suis face à une question sans réponse, d'aller chercher la réponse en fait autour de moi, dans les vécus et dans les lectures que mes potes ont pu faire, par exemple, et d'aller chercher l'inspiration à travers ces personnes-là, parce que je trouve que parfois on a tendance à oublier toutes les ressources qu'on a autour de nous, et toutes ces personnes que j'ai autour de moi ont énormément de choses à m'apprendre, et je suis toujours très friande de m'inspirer de ces personnes-là avant d'aller chercher les influences extérieures. Dans les grandes lignes, je rejoins vraiment ce qui vient d'être dit, et je n'ai pas forcément le besoin de m'entendre le son de ma voix pendant très longtemps, donc je crois que l'essentiel a été dit. La seule chose que je rajouterais éventuellement, c'est vraiment d'insister sur la question de la confrontation, la question de la confrontation et des idées et des champs qui sont mis en avant dans les discussions, parce que le fait même d'avoir certaines discussions, de ne pas en avoir d'autres, participe selon moi à un rapport de force de qui dicte l'agenda de ce dont on parle et qui se sent en inconfort lorsqu'on aborde tel ou tel sujet, quand bien même on se pense ou se dit, se déclare dans des milieux qui sont conçus comme étant safe ou safer que d'autres. Et je crois que ce qui, moi me nourrit énormément, c'est surtout d'aller chercher à entendre ce que je n'entends pas d'habitude. Enfin, en tout cas, de ne pas juste lire ce qui a déjà pignon sur rue de manière générale. Merci. Alors, j'ai
quand je vous ai présenté chacune, j'ai parlé de vos combats, mais j'aimerais bien que vous me l'expliquiez vous-même et que vous l'expliquiez à tout le monde, parce que je pense que vous êtes bien plus légitime que moi pour en parler. J'avoue que d'habitude, je ne présente pas mes combats. Le mot a l'air très solennel, mais je dirais que moi, de manière générale, mon combat, c'est la dignité. Je pense que la dignité ne se négocie pas. Et je pense que dans un monde capitaliste, dans un monde qui est extrêmement raciste, extrêmement homophobe, extrêmement genré, extrêmement extractiviste, et la liste est bien évidemment pas exhaustive, force est de constater qu'on a classifié ceux qui ont accès à la dignité, ceux qui ont accès à ce qu'on désigne comme étant l'humanité. Et donc, moi, ce qui me motive, ce qui m'anime, c'est le fait de perturber cette pensée de qui a accès à la dignité. Et ne serait-ce que si on regarde là l'actualité en Palestine, on le voit très, 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 très fortement de qui détermine de qui a accès à la dignité humaine. Les mêmes gens qu'on nous a présentés comme étant soi-disant les leaders du monde libre, les mêmes gens que l'on nous a, les mêmes codes, par exemple du droit international qu'on nous a présentés comme étant les socles communs que nous avons qui permet à tout un chacun d'être sûr que justice leur sera rendue, c'est ces mêmes prismes, ces mêmes processus, ces mêmes mondes-là qui, encore une fois, on le voit de manière vraiment flagrante. On nous dit tous les jours depuis le 7 octobre qu'une vie palestinienne ne vaut rien. Et donc, je pense que ce combat-là, c'est celui de, à chaque fois, remettre en question, perturber les gens qui déterminent de qui a droit à la dignité et l'humanité dans son ensemble. Et donc, c'est pour ça que dans les combats, tu citais celui du logement. Pour moi, ça s'y rapporte aussi dans le premier chef, parce que c'est l'endroit dans lequel on est tout un chacun censé être bien, se sentir en sécurité. Et là, enfin, je sais pas, mais c'est pas possible de se dire que maintenant, à Bruxelles, par exemple, un studio, c'est 800 €. Donc, de quoi on parle? Voilà. Donc, je présenterai le combat comme ça, c'est celui de se dire... On n'a pas à laisser une frange de la population très située, déterminer de qui a droit à la dignité, qui n'en a pas droit. Merci. Je te rejoins complètement et je te remercie sincèrement pour ce que tu viens de me dire. J'ai beaucoup aimé le fait que tu résumes tes combats en un mot, donc j'ai envie de faire pareil. Moi, je pense que mon combat, c'est l'amour. Et je me bats pour l'amour, en fait. Pour que c'est très bisounours, mais j'aime beaucoup ça aussi. Parce que l'accès à l'amour est politique, en fait. Et moi, c'est ce que j'essaye de montrer aussi, parce que pour moi, la haine, d'où qu'elle vienne, est néfaste et est dangereuse et est délétère. Peu importe qui a de la haine envers quelqu'un, c'est mauvais. Et ça a été forgé aussi par mon expérience, parce que c'est assez violent et assez trash, mais en fait, la majorité de la haine que j'ai pu me prendre le long de mon activisme émanait des personnes trans. Et donc en fait, la plupart du temps, quand j'ai des gens qui sont vraiment violents avec moi, c'est des personnes trans. Et c'est hyper dur pour moi de me dire que les gens pour qui je me bats me détestent. Et je me suis très souvent remise en question aussi, parce que ça montre qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Si les communautés pour lesquelles je me bats ne me soutiennent pas, il y a un problème, c'est sûr. Et donc, je me suis remise en question. Et en fait, je me suis rendu compte que très souvent, on projetait beaucoup de choses sur moi et qu'on ne prenait pas mon travail dans son ensemble et qu'il y avait des petits morceaux de mon travail qui étaient pris, qui étaient sortis de contexte pour me les renvoyer dans le visage. C'est pas très clair, je vais reformuler. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, beaucoup de personnes ont pu projeter sur moi que je voulais... être connu, que je voulais faire de l'argent sur le dos des trans, que je voulais prendre une place qui n'était pas forcément la mienne, que j'étais complètement à côté de la plaque, etc. Et c'est vrai que c'est dur parce que se prendre de la haine comme ça, c'est jamais facile, et surtout venant de personnes qui sont censées me soutenir, en fait.
Et donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait juste des personnes qui projetaient sur moi des choses qui n'étaient pas vraies, en fait, tout simplement. Et aussi, c'est ça aussi un peu un des mauvais côtés des réseaux sociaux, c'est que parfois on a tendance à croire que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est l'entièreté de qui on est, de ce qu'on fait. Et donc en fait, oui, forcément, quand moi j'ai une image très lisse sur les réseaux sociaux, mais c'est une image qui est très travaillée et je sais exactement ce que je montre, je sais exactement ce que je ne montre pas, je sais exactement ce que je dis. Et donc oui, forcément, si on considère que ça c'est moi, clairement, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Et moi, je me considère un peu en espèce de mission d'infiltration pour aller chercher les droits là où on ne veut pas nous les donner. Et donc oui, c'est une mission d'infiltration qui est spéciale. Et parfois, les gens ne comprennent pas cette mission d'infiltration et du coup projettent sur moi des choses qui ne devraient pas être projetées. Donc tout ça pour dire que moi, je me bats pour l'amour et que pour que tout le monde s'aime, parce que l'accès à l'amour est très politique. Et surtout, en tant que personne trans, l'accès à l'amour est très compliqué parfois. Et enfin, pas parfois, tout le temps même. Et donc, voilà, je pense que si je devais résumer mon combat en un mot, ce serait l'amour. Parce que pour moi, il y a que l'amour et l'intersectionnalité qui peuvent changer le monde. Voilà. J'aime bien la vibe du mot. Du coup, ça fait 1 minute que je réfléchis. Voilà. Du coup, j'ai trouvé. Je dirais que, pour résumer, c'est les réflexions que je porte se tournent autour de la liberté, du coup. Le fait d'avoir le libre choix, donc je pense que vous l'avez compris, d'avoir ou non des enfants, mais en fait, au sens plus large, la liberté d'avoir un espace de réflexion au-delà des injonctions sociales pour vivre sa vie comme on l'entend. Ce qui ne devrait pas être révolutionnaire, il me semble, mais voilà. Donc ouais, en gros, je me suis spécialisée sur les questions d'injonction à la parentalité et surtout à la maternité parce que ça s'est imposé à moi, comme je le disais. Et donc au début, il y avait ce compte Instagram, c'était juste des témoignages et en fait, de fil en aiguille, j'ai décidé de proposer à ma communauté des réflexions croisées sur les questions de genre, les questions de classe, les questions d'écologie, les questions, juste une réflexion intersectionnelle sur, avec comme prisme central le fait de faire ou de ne pas faire des enfants. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on tire le fil que la procréation, elle est centrale à absolument toute la société. Et que, en gros, c'est des luttes qui ont été instrumentalisées depuis des millénaires à des fins guerrières, à des fins économiques, à des fins religieuses, à des fins coloniales. Et qu'il est hyper important de mener une réflexion, du coup, encore une fois, croisée pour que on puisse faire des enfants si on en a envie, ne pas en faire si on n'en a pas envie, mais surtout avoir accès à un parcours de parentalité. Moi, c'est comme ça que je l'appelle dans mon livre notamment, pour que ce soit quelque chose de réellement choisi et encore une fois qu'il y ait les conditions optimales pour le faire, parce que c'est encore pas le cas en fonction de qui on est. On n'a pas du tout accès au même parcours de parentalité ou de non-parentalité. Merci beaucoup. Alors là, on parle de vos combats actuels, de vos thématiques actuelles. Moi, ce que j'aimerais bien vous poser comme question, c'est que dans le contexte auquel on vit, qui influence aussi nos combats, c'est pour vous, le féminisme de demain, de quelles problématiques devrait-il s'emparer? Et oui, il y en a beaucoup, c'est compliqué. Mais si vous deviez aller en choisir une, on va dire ça, parce que si vous deviez en choisir une, laquelle vous voudriez mettre en avant et quelle serait une nouvelle problématique, si on peut dire ça comme ça, qui devrait être portée par le féminisme de demain? La colle. Après, ça peut très bien être quelque chose que vous jugez qui n'est pas assez mis en avant actuellement et qui pourrait être mis en avant plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui n'est pas encore assez discuté dans la sphère féministe. Ce qui me vient à l'esprit, alors il y a 2 choses. Tu avais dit une, mais je peux dire 2. En fait, je diffuse des réflexions qui sont hyper variées autour de cette question de maternité et de parentalité. Et en fait, j'ai remarqué que sur mes réseaux, notamment, il y a deux sujets qui font énormément réagir et de manière très négative, et donc qui montrent bien que ce sont des pistes où il y a encore énormément de travail à faire. C'est premièrement les violences subies par les enfants. Et effectivement, donc, comme je disais, moi, je ne veux pas d'enfants, mais je me positionne vraiment en allié des communautés les plus et des personnes les plus vulnérables. Et en fait, dans les luttes féministes, on oublie souvent les enfants, qui sont la population la plus maltraitée, en fait, parce que la famille nucléaire, aujourd'hui, est une institution qui est violente.
Et en fait, on ne veut pas comprendre que c'est un problème structurel et pas individuel de parents violents, etc. En fait, c'est vraiment ancré dans notre société. Et c'est vrai que les 2 ou 3 fois où j'ai écrit des articles et diffusé des posts, des stories que je fais sur le sujet, pour moi, je pensais vraiment pas me prendre une shitstorm. C'est la première fois que je me faisais insulter massivement quand j'ai dit que frapper ses enfants, c'était pas bien. Parce que du coup, je suis suivie par des gens qui n'ont pas d'enfants, mais des gens qui en ont aussi, en fait. Et voilà, et j'avoue que je suis un peu tombée des nues parce que en fait, c'est tellement institutionnalisé la violence envers les enfants qu'on se rend même pas compte à quel point il y a énormément de parents qui la diffusent, hein, mais parce que eux-mêmes ont grandi dans une société violente. Donc je dis pas que c'est pas une question de culpabilité, mais de responsabilité. Et le deuxième, qui est moi un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs mois en lien avec la procréation, c'est dans une notion de productivité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on veut pas d'enfants, souvent, on attend de nous qu'on soit productif ou productive ailleurs. Donc souvent qu'on ait une carrière brillante, que l'on soit des grandes artistes ou je sais pas quoi. Enfin bref, juste on peut pas être des gens lambda visiblement. Et en fait, moi je le relie à une lutte contre le capitalisme qui est là encore une institution qui nous appauvrit tous et toutes et qu'il est grand temps de mettre fin à cette mascarade. Mais que du coup, je parle aussi souvent du droit à ne pas travailler, par exemple. Enfin, je veux dire, pas à l'oisiveté, mais au fait d'avoir une activité et pas un travail, de remettre en question le fait que le travail est devenu identitaire, limite aujourd'hui. En fait, on se définit par son travail, c'est pas normal. On peut se définir par plein d'autres choses. Et ça, pareil, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu leur dis si tu dois te définir autrement que par ton travail, genre tu fais quoi dans la vie ou tu es qui dans la vie, ça bug complètement. Et donc c'est pas encore une fois de leur faute, c'est que on a vraiment mis ça sur un piédestal tellement important que c'est difficile de se définir autrement parfois. Et pour moi, c'est urgent, c'est même vital qu'on imbrique féminisme et capitalisme. Il y a plein de féministes qui le font depuis des décennies, mais c'est encore très mal entendu. Tu parlais des girl boss tout à l'heure. Le féminisme libéral, moi je pense que j'ai été familière avec ça pendant un temps. Je voulais être manager au début de ma carrière. Oh là là, je trouvais ça génial. Et tout en étant hyper mal à l'aise avec le concept de travail. Mais oui, j'avoue. Et voilà. Et en gros, j'ai mis vachement de temps à le déconstruire. Et maintenant, j'ai envie de partager ces réflexions-là aussi. Je vais prendre la parole parce que je crois que je vais pas partir sur d'autres sujets, mais je vais compléter ce que tu disais avec mon prisme d'interprétation parce que c'est très intéressant. Je voulais revenir sur les enfants, justement, parce qu'on voit maintenant que dans tous les mouvements transphobes et tous les mouvements anti-trans, qui est-ce qu'on vise? C'est les enfants. Et effectivement, en fait, j'arrive jamais à trouver un mot. Si quelqu'un a un mot pour mieux que ce que je vais dire maintenant, je suis très preneuse, mais je trouve qu'on infantilise trop les enfants. J'arrive pas à le dire autrement, mais je trouve qu'on infantilise hyper fort les enfants, comme si les enfants étaient incapables de décider pour eux-mêmes, comme si les enfants étaient incapables de donner un consentement, comme si les enfants étaient incapables de dire non. Petite anecdote, j'étais à Marseille il y a quelques jours. Beaucoup d'endroits dans Marseille, il y a beaucoup de collages sur les murs, dans les rues, pour dénoncer l'inceste. Et moi, ça m'a hyper fort marqué parce que tous ces collages étaient vraiment bien faits et étaient vraiment hyper impactants. Et effectivement, je trouve que l'inceste, on n'en parle pas encore assez souvent, quoi. Et je trouve que les enfants, dans la société capitaliste actuelle qu'on est, sont laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, et subissent tellement de violences qui sont réduites au silence par toutes ces personnes qui se portent en défenseureuses des enfants. Et moi aussi, ça fait pas encore vraiment partie de mon combat, mais je compte intégrer ça dans mes combats, c'est aussi lutter contre la pornographie, quoi. Je veux dire, on est là, moi, c'était déjà le cas avec ma génération, donc j'ose même pas imaginer les personnes plus jeunes que moi, qui sont dès 11 ans face à de la pornographie. Et c'est comme ça que ça marche, parce que c'est à l'école, est-ce que tu as vu ce site-là? Et les enfants tombent dans la pornographie à partir de 11 ans. Et il y a des addictions qui se créent, et ces enfants-là sont détruits après. Moi, je trouve aussi que le sujet de la pornographie devrait être beaucoup plus mis en avant, parce qu'on sait déjà, rien qu'au niveau féministe, toutes les violences qui se cachent derrière la pornographie. Mais
comment est-ce qu'on peut laisser du contenu pareil, comment est-ce qu'on peut laisser des enfants accéder à du contenu pareil. Enfin bref, je me perds un peu, je vais revenir sur les enfants trans, mais effectivement, les enfants trans sont vraiment la cible de beaucoup de mouvements anti-trans, parce que en fait, c'est des discours qui ont déjà été décryptés, que d'abord on commence par dire non mais il faut quand même pas laisser les enfants faire ça, c'est quand même un scandale, et puis après petit à petit, hop là, ça va pour les adultes, et petit à petit on se retrouve au Texas avec des gens qui ne peuvent plus faire de transition et qui se font pourchasser jour et nuit. C'est un autre sujet. Et du coup, après, je voulais aussi revenir sur le capitalisme, parce que moi, c'est quelque chose que j'intègre hyper fort pour le moment à mon activisme, l'anticapitalisme et la lutte contre le capitalisme, parce que, à travers mon spectre d'interprétation et mon prisme, pour moi, les TERF, donc les Trans Exclusionary Radical Feminists, donc ces féministes qui ne veulent pas des personnes trans dans le féminisme, pour moi, sont des féministes, je ne vais pas dire libérales, mais je vais même dire capitalistiques. Parce que pour moi, c'est de la réintroduction de schémas de domination, alors que c'est exactement ce qu'on essaye de combattre. Et donc, ça perd du sens et ça perd même de la crédibilité de vouloir se sentir supérieur à quelqu'un d'autre. Et donc, je pense qu'on doit aussi, malheureusement, se battre contre les pseudo-féministes dites capitalistes, en fait, et qui essayent d'être meilleurs que les autres, parce que non, en fait, il faut se battre ensemble et pas les uns contre les autres. C'est tout pour moi. Moi, j'avais trois sujets que je pense ne sont pas assez, ou en tout cas, voire pas, en tout cas à sa juste valeur, pris en considération par les milieux féministes, c'est la question migratoire. La question migratoire reste énormément comme un angle mort, totalement, et sur lequel le monde féministe, en tout cas occidental et mainstream, n'apporte quasi pas de... Comme si c'était un non-sujet, ou comme si on avait accepté que ça devait être des sujets qui sont pris en charge par la droite, par l'extrême droite en particulier, ou par les fameuses féministes universalistes qui vont nous dire en fait que quand les migrants ils viennent, il faut faire attention parce que parmi eux, il y a des petits arabes, il y a des musulmans, et en fait, ils vont vouloir nous soumettre. Donc, il faut faire très attention parce que il faut juste sauver les femmes et les enfants, parce que ces hommes qui sont, par exemple, en Irak, en réalité, ils portent en eux quand même la bête, non seulement terroriste, mais du genre à toutes nous soumettre. Donc, la question migratoire, pour moi, je pense très, très, très sincèrement, ne serait-ce que parce que elle est, à mon sens, extrêmement liée à la question écologiste. Parce que, ne serait-ce que sur le fait que là, maintenant, il va y avoir de plus en plus de mouvements migratoires, parce que les pays du Sud global qui ne produisent pas, qui ne sont pas parmi les principaux responsables de la catastrophe climatique auxquelles on fait face de plus en plus, seront pourtant les premières populations à se retrouver, à devoir être déplacées, et là, en dehors des continents, en dehors de leurs pays voisins, et qui, forcément, il va y avoir une réorganisation, et la question migratoire ne fait pas partie des questions qui sont abordées par le féminisme. Et à mon sens, c'est vraiment un des champs de lutte qui doit être absolument approprié par les mouvements féministes. Donc, dans cet ordre d'idées aussi, je dirais que les mouvements féministes doivent aussi impérativement investir dans la question du syndicalisme radical. On a besoin d'un syndicalisme qui soit absolument radical pour faire face aux luttes anticapitalistes et pour faire face aux luttes face à la question écologiste et face aussi à comment est-ce qu'on réinvente un monde qui n'est pas bâti sur la question même du capitalisme. Et donc, dans cet ordre d'idées, ça m'amène aussi à mettre en avant le constat que beaucoup de luttes qui sont pensées dans le monde féministe sont encore des luttes qui sont pensées dans le cadre capitaliste. Donc, c'est des solutions qui ne sont que des solutions à des problèmes capitalistes, mais qui, à côté de ça, ne proposent pas des prismes à part entière qui ne sont pas liés au capitalisme. Donc, il n'y a pas de proposition de cadre alternatif. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que bien souvent, on se retrouve avec des mouvements qui, en somme, n'existent qu'en réponse à la question capitaliste et pas forcément, à la question, patriarcale, et pas forcément, le patriarcat n'est pas forcément vu comme
une manifestation du capitalisme, au même titre qu'on prendrait le racisme qui serait une manifestation du capitalisme, au même titre que la pensée extractiviste est une manifestation de la bête capitaliste. Et donc, moi je pense que sincèrement, il est temps de se poser la question de proposons-nous des solutions, proposons-nous un modèle qui se vit en dehors du modèle capitaliste. Alors, du coup, on parle de tous vos combats, mais être féministe en 2024, c'est aussi avoir des moments de liberté de parole comme aujourd'hui, mais c'est aussi faire face à une multitude de canaux de conversation, comme les réseaux sociaux, les conférences, les manifestations, l'écriture, les médias. Comment vous y retrouvez ? Comment vous arrivez à faire porter votre voix et à vous trouver une place dans ce monde en constante évolution de moyens de diffusion ? Parce que je sais que vous êtes présente sur les réseaux, je sais que c'est pas toujours facile, et que c'est pas toujours facile de porter sa voix et de se sentir légitime de porter sa voix aussi. Et donc, comment faites-vous ? Enfin, est-ce que vous trouvez des solutions pour vous sentir plus légitime ? Est-ce que vous avez des préférences sur certains moyens de communication aussi, où vous vous sentez plus safe de communiquer ? Fake it until you make it. C'est tout. Je vais y réfléchir à une réponse. Moi, je me cache. Non, mais très sincèrement, tu disais tout à l'heure en préparation que mais en fait j'ai vu que ton compte Insta est privé, enfin il n'est pas public. Sincèrement, oui, moi je passe la moitié de mon temps à avoir peur de la vague que je vais subir juste après que quelque chose ait été publié, tu vois. Donc là, en l'occurrence, dans la présentation, tu parlais du fait d'être identifié parmi les gens qui font bouger la Belgique. Tu te dis, moi j'ai reçu des appels en me disant, mais je l'ai pas vu sur tes réseaux ou ceci ou cela. Et donc forcément, je fais genre, je sais pas, j'ai oublié, alors qu'en réalité, je me suis juste dit, girl, trouve un trou et cache-toi quelque part. Et donc on parle beaucoup de la liberté qu'apportent les réseaux sociaux. Clairement, oui, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas accès à la parole de la même manière sans les réseaux sociaux. Mais pour certaines d'entre nous, ça veut aussi dire énormément de violence, en fait. Ça veut dire énormément d'attaques. Enfin, moi, j'utilise essentiellement Twitter et encore de temps en temps, parce que là-bas, c'est aussi la croix et la bannière. Enfin, c'est le Far West, quoi. Genre, quand je suis taguée sur un truc, je sais très bien ce qui se passe juste après, quoi. Donc, mais bon, ceci étant dit, je me soigne. Donc, j'ai décidé, comme une grande, de ne plus rendre mon réseau privé et de me dire que dans tous les cas, ça ne sert pas à grand-chose de rester dans un trou parce qu'ils finiront bien par te trouver, tu vois. Donc, je me dis que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc, j'ai décidé de me soigner et de faire des gros fuck. Voilà. Tu as bien raison. Tellement. Moi, une des lignes directrices de mon activisme, c'est on n'a que la place qu'on prend. Et donc, quand on m'offre une place, je la prends, en général. Voilà. Après, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je ne dis pas oui à n'importe comment à n'importe qui. Mais pour donner un exemple concret, l'année passée, on m'a proposé de présenter la Pride. Et j'ai évidemment dit oui, parce que pour moi, ça m'a semblé une occasion géniale d'avoir une meuf trans sur scène à la Pride, en fait. Et c'est un choix qu'on m'a énormément reproché, parce que comment tu peux, les politiques sont invités, il y a la NVA, c'est un scandale, comment tu as pu accepter ça ? Voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, si je l'avais pas fait, ça aurait été 2 hommes gays qui l'auraient fait. Et en fait, je me suis dit non, cette place-là, je vais la prendre parce qu'on a besoin, au sein des communautés LGBTQIA+, d'avoir de la visibilité trans. Parce qu'il y a tellement de transphobie dans les communautés LGBTQIA+, mais il y a tellement de transphobie, c'est violent. Et donc oui, on m'a proposé de prendre cette place, je l'ai prise. Et franchement, je suis droit dans mes bottes et je suis profondément convaincu que j'ai fait le bon choix. Et si le choix se représente, je le referai. Parce qu'on a besoin de visibilité trans, parce que les personnes trans ont besoin de voir des personnes trans aussi, en fait, tout simplement. Et les personnes trans ont besoin de voir des personnes trans qui arrivent à se faire une place, qui arrivent à
à sensibiliser des gens, à véhiculer des messages. Et je m'en fous qu'on pense que je collabore avec les institutions et que je suis une grosse institutionnaliste. Voilà, je m'en fiche. Je pense qu'il faut juste multiplier les moyens d'action, il faut multiplier les paroles, il faut multiplier les formes de prise de parole, et monter sur scène le jour de la Pride est une forme de revendication, et voilà. Et pour avoir rencontré des activistes de toute l'Europe à l'occasion de la Pride, je suis profondément convaincu que la Pride qu'on a, elle est nécessaire, mais ce qui est très important aussi à rappeler, c'est que il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule version de la Pride, en fait. Il faut qu'on ait plusieurs Prides, parce qu'il n'y a pas qu'une communauté LGBTQIA+. Ça, c'est un mythe qui est vraiment très loin de la réalité. On a des dizaines de différentes formes de communautés LGBTQIA+, et donc pour moi, il faut des dizaines de différentes formes de Pride. Voilà. Ouais, si je peux juste me permettre par rapport à la Pride, et sur le fait que tu dis que c'est important pour toi qu'il y ait des personnes Pride, je trouve ça tellement dingue de devoir dire que c'est important qu'il y ait des personnes trans à la Pride. Ça montre aussi à quel point c'est un phénomène classique de récupération des luttes des personnes à la marge. C'est un peu comme le principe du greenwashing. Donc le capitalisme va, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a certaines voix qu'il ne peut plus ignorer, mais donc il va mettre en place un moyen de pouvoir récupérer cette critique tout en continuant de faire business as usual. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose que l'on retrouve énormément dans les milieux aussi LGBTQIA+, c'est que la mise en place même des mouvements de revendication des communautés LGBTQIA+, les personnes qui étaient à l'avant-garde de ces mouvements, c'était des femmes transgenres, en particulier racisées. Et c'est les mêmes personnes qui maintenant, et travailleuses du sexe en tout particulièrement, ce sont les mêmes personnes qui maintenant, limite, doivent demander la permission pour pouvoir s'y retrouver. Donc c'est ce dont je parlais aussi tout à l'heure, de comment est-ce que certaines luttes sont vraiment pensées avec un rapport de force et de domination. Donc cette même lutte qui aura été amenée, ces mêmes sujets qui étaient des non-sujets avant, ou des luttes qui étaient des non-luttes pour certaines personnes avant, qui ont été mises en avant par des personnes qui littéralement y ont laissé leur vie, sont les mêmes personnes qui vont être remplacées par celles qui sont plus au centre donc, de l'action. Donc la marge fait le travail est récupéré et il est complètement dépolitisé. Une fois qu'il est récupéré, l'un des caractères que l'on va toujours retrouver, c'est la dépolitisation de la lutte. Si on prend par exemple la question de MeToo, pour moi MeToo en France et en Europe en particulier, c'est un exemple probant de comment est-ce qu'on a aussi en particulier contribué à dépolitiser la question politique de MeToo. Parce qu'à la base, c'est une femme noire, une femme queer, une femme non-binaire, Tarana Burke, qui met en avant ce mouvement dans lequel elle parle et des violences policières qui touchent en particulier les hommes racisés, particulièrement noirs et arabes. C'est une femme qui parle de la condition capitaliste. C'est une femme qui parle dans cette lutte aussi de à quel point les violences sexuelles que subissent les femmes sont bien souvent aussi couvertes par d'autres femmes qui sont issues de la bourgeoisie. Et cette question est complètement balayée et évacuée lorsqu'elle est récupérée par les féministes du centre, en fait. Ça me fait légèrement sourire et ça se passe encore là maintenant. On voit certains milieux, il y a un DJ queer qui s'appelle Kiddy Smile, qui, je pense, l'année dernière, arrive à un festival, donc il est DJ, il arrive à un festival électro, dans lequel en fait, il subit des agressions en disant qu'il n'a rien à faire là. Encore une fois, une récupération, alors que la musique électro est issue des milieux afro-américains, trans et queer. Donc, il y a cette appropriation du travail d'autrui pour arriver à en faire quelque chose de capital, dépolitisé, et après dire aux gens bye-bye. Et on le voit encore à l'heure actuelle, dernièrement en date, Beyoncé qui sort un album country, et alors on a
toute une frange de la population qui dit mais en fait c'est pas votre genre de musique, alors qu'encore une fois la country a été inventée aussi par les populations afro-américaines, comme le rock, comme la R&B, comme la soul, comme énormément de musique. Et on le voit en France aussi, c'est ce qui est en train d'être fait par le pouvoir politique qui veut maintenant mettre la main mise sur le hip-hop, qui était tout un genre qu'on estimait être des petits gars du ghetto, violeurs de meufs et tout ce que tu veux, vendeurs de drogue. Et maintenant, comme par hasard, tiens, il faut codifier ce monde-là. Et donc, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière chronique et qui n'est jamais vraiment questionné, alors que le processus est perpétuellement le même. Juste pour un petit point dépolitisation, je crois que c'était en 2021, le 17 mai, la journée internationale de lutte contre la queerphobie, l'ULB a appelé à dessiner des arcs-en-ciel à la craie sur le campus. Voilà. Speaking of dépolitisation... ça change les choses. Oui, quand même. Ça me fait penser, avant de répondre moi à la question de ce que tu viens de dire, trop intéressant, et en fait, je voulais répondre à la question d'avant sur des luttes qui devraient être mises à l'agenda au sein des féminismes, dont on n'a pas parlé, mais ça me fait penser à ça, ce que tu disais avec MeToo, c'est qu'en fait, le fait de se réapproprier, notamment par les personnes dominantes finalement, certaines luttes, c'est que ça dessert d'autres personnes qui sont pourtant minorisées. On n'a pas parlé des luttes, de la lutte anticarcérale, mais en réalité qui prend toute sa place aussi. Moi, je suis foncièrement anti-prison. C'est une aberration que ça existe encore. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, ce que tu disais sur MeToo, il y a vraiment ce truc qui a été repris par des féministes, je mets des gros guillemets parce qu'elles ne le sont pas, mais des personnes, des féministes identitaires, elles s'appellent comme ça, donc racistes, des femmes qui reprennent les luttes pour l'émancipation des femmes contre les hommes noirs notamment et les hommes maghrébins, en France beaucoup. Et voilà, je voulais juste le placer là, comme ça. Il y a plein de ressources sur le féminisme anticarcéral, c'est passionnant et c'est un truc qu'on doit aussi inclure dans nos réflexions. Voilà. Mon moteur, moi, c'est la haine qu'on me porte, en fait. Moi, plus tu m'insultes, plus je vais répondre. J'adore. Non, mais parce qu'en fait, j'ai une distanciation qui s'est créée grâce aux réseaux sociaux. Alors, par les réseaux sociaux qui fait que les insultes qu'on me porte sont tellement d'un niveau tellement bas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'argumentation critique. Enfin, c'est naze, en fait. Du coup, moi, ça me conforte juste dans l'idée qu'il faut continuer à parler des sujets qui nous animent. Et en plus de ça, je le redis aussi, mais j'ai aussi énormément de privilèges qui font que moi, je ne suis pas attaquée sur plein d'autres choses. Donc, je considère que c'est aussi ma responsabilité. Par exemple, je prends un autre exemple au-delà des réseaux sociaux, mais dans les manifs. La semaine dernière, j'étais à l'Olympia, devant, j'étais pas à l'Olympia, non, pas du tout, devant l'Olympia. Ouais. Donc il y avait une manif devant l'Olympia au moment de la remise des Césars, donc la semaine dernière en France, à Paris. Et donc il y avait une manif devant, notamment portée par des collectifs féministes dans le milieu du cinéma. Et il y avait une manif aussi en soutien à la Palestine. Et en fait, ça s'est organisé d'une super manière. On s'est fait encercler par les CRS, mais c'était très bon enfant quand même. Hein. Il s'est rien passé. Mais et en gros, il y a vraiment un truc qui s'est mis, c'est que il y avait donc un groupe de personnes palestiniennes au centre qui, ça commençait un peu, les CRS, les CRS sont ce qu'ils sont, bref. Et en fait, on s'est organisé d'une manière où les personnes qui prennent le moins de risques, c'est-à-dire moi, si je vais en garde à vue, c'est moins grave. Je sais que je vais y rester moins longtemps en fait parce que je suis une personne blanche. Donc on a pris nos privilèges. En fait, on s'est organisé d'une manière assez spontanée finalement pour faire en sorte de soutenir les personnes en fonction des risques que l'on peut prendre sociétalement ou non. Je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà. C'était un super exemple. Mais bref, sur les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire que ouais, je me fais insulter, mais en réalité, c'est pas. Déjà, c'est très minime. Hein. La plupart du temps, c'est bisounours land aussi. Donc c'est cool, mais voilà. Je pense que moi, ça me touche pas et justement, ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à parler. Ouais. Oui, insultez-moi. Non, je rigole. Je voulais rebondir sur justement cette question des privilèges, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mentionné avant, mais effectivement, moi, c'est ça aussi qui m'a un peu poussé à élever ma voix, c'est le fait d'utiliser mes privilèges, en fait. Bon, j'ai pas énormément de privilèges non plus, mais en tout cas, je suis blanche et j'ai une gueule qui passe bien à la télé. Donc j'utilise hyper fort mes privilèges en fait pour mener ces combats-là parce que c'est hyper important de moi en tant que blanche de porter ce combat là où des personnes racisées ne pourraient pas le porter comme moi. Et ouais, je trouve ça hyper important d'utiliser ces privilèges quand il le faut. Alors on a un peu pris par le temps.
prise par le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les questions-réponses maintenant. Et donc, pendant une vingtaine de minutes. Comme ça, après, on clôturera avec votre actualité et comment vous suivre, comment suivre vos combats. Est-ce qu'il y a une question? Alors, juste avant, je vais juste vous rappeler qu'on met en place le fait que chacun respecte la parole de chacun. On essaye de poser des questions pas trop longues et on fait attention à ses privilèges, justement, pour rebondir dessus. Et donc, on fera attention à qui pose des questions et afin de laisser parler tout le monde et que ce soit safe pour tout le monde. Voilà, merci. Déjà, merci beaucoup. Vous êtes toutes super inspirantes. C'était trop chouette. Et en fait, je me demandais comment on fait pour rester engagé dans ce monde capitaliste, comme vous l'avez dit. Genre, vous avez parlé de tellement de trucs qui sont contre vous et vous arrivez à toujours porter la voix. Non, mais je trouve que c'est hyper impressionnant. Et moi, j'arrive pas... par exemple, par les trucs anticarcérales, mon père est agent pénitentiaire. Enfin, c'est un bête exemple, mais comment je fais dans ce cas-là pour être contre... Enfin, c'est ce genre de petite influence, comment on fait? C'est ma question. Mais je pense que, ouais, déjà, en fait, rien ne sera jamais parfait dans la manière de lutter. Et c'est un bon exemple, par exemple, que ton papa soit dans le milieu pénitentiaire, tu vois, et que peut-être potentiellement tu es critique du milieu dans lequel il travaille. Moi, je pense que déjà, ouvrir des discussions, c'est une manière de lutter aussi. C'est-à-dire, moi, au début, je prends un exemple. Donc, j'ai arrêté de manger de la viande en 2014. Vraiment de manière radicale. Donc, c'est-à-dire, maintenant, parfois, j'en mange, mais genre 3-4 fois par an, j'avoue, voilà. Parce que personne n'est parfait. Ouais. Ah voilà. Mais parce qu'il faut le dire aussi, hein, plutôt que de faire genre, tout le monde, il y en a plein qui font ça, dans les végétariens et végétariennes, voilà, bref. Et en gros, au début, en 2014, j'étais imbuvable. C'est-à-dire que mes amis n'en pouvaient plus de moi. C'est-à-dire, après, et moi, je soutiens toutes les manières de lutter. C'est-à-dire qu'il faut des gens vénères, il faut des gens violents, il faut des gens qui luttent de manière extrême. Moi, je suis pour l'extrémisme, par exemple. Enfin, pas l'extrême droite, mais je veux dire, vous voyez quoi. Voilà, la violence. Enfin, je veux dire, la violence peut être un moyen de lutte. Mais moi, maintenant, j'en suis revenue et j'ai des amis qui ont commencé, j'en ai parlé encore hier en buvant un verre avec des potes, qui se sont mis en résolution d'arrêter la viande cette année. Et en fait, elles m'ont dit, c'est au fur et à mesure de nos discussions, de nos échanges, du fait que tu partages sur les réseaux et tout. Et voilà, je me dis qu'en fait, ça peut être un moyen en fait, on ne sait pas les petites graines de réflexion qu'on plante chez les gens, et parfois de juste dire féminisme anticarcéral, il y a plein de gens qui vont être là. Mais qu'est-ce que c'est? Et de lire un article qui va nous ramener un autre truc et blablabla. Et en fait, qui va, encore une fois, planter des réflexions de changement. Et en fait, ça ne se fait pas en un jour. Enfin, je pense de laisser tomber cette idée de pureté militante, de vouloir tout faire bien tout de suite parce que c'est le meilleur moyen de rien faire. Et voilà, c'est une des pistes. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est celle-là qui me vient. Est-ce que vous avez envie d'y répondre aussi à la question? Comment on fait pour rester féministe? C'est une très bonne question. Se tenir à distance de la pureté militante, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Vraiment, moi, c'est dès que je sens une once de pureté militante qui s'approche de moi, je suis genre, ouh, loin de moi. Et puis, j'avoue, je ne sais pas trop comment répondre à la question, mais moi, un des moteurs de mon activisme, en tout cas, c'est les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, en fait. Je veux dire, le livre, mon livre que j'ai écrit, on en parlera peut-être un peu après, qui s'appelle « Les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres », en fait, j'ai reçu énormément de messages de personnes trans me disant qu'elles avaient fait leur coming out grâce à mon livre et en offrant mon livre à leurs parents. Et ce livre, j'ai mis mon sang, ma sueur, et je touche vraiment pas beaucoup d'argent dessus. C'est en réponse à toutes les personnes qui pensent que je me fais de l'argent sur le dos des trans. Et en fait, ouais, c'est tous ces messages que j'ai reçus par rapport au livre qui me donnent la force, en fait. C'est de voir que, ouais, encore, je sais pas, récemment, j'ai un pote / connaissance qui m'a envoyé une photo d'un article de moi dans un journal que sa grand-mère avait découpé pour lui en lui disant « Oh tiens, j'ai vu ça, ça pourrait peut-être t'intéresser ». Et il a répondu à sa grand-mère « Mais c'est ma pote, je la connais ». Et en fait, de voir toutes ces petites choses que je trouve hyper belles, moi, c'est vraiment ça ma force, quoi. Et c'est vraiment ça qui permet de continuer au quotidien, c'est de voir que ça marche, en fait. De voir que ça marche et que, ouais, on plante des petites graines et que ça prend du temps et que c'est frustrant parce que parfois, on veut que ça aille plus vite. Et moi aussi, je suis très partisane il faut des gens très, très, très vénères.
Et moi, je soutiens hyper fort les gens très, très, très vénères. Et moi, je reste dans mon monde de bisounours parce que c'est ça qui me convient. Et je prends l'amour là où je dois le prendre et je déverse la haine là où je dois la déverser. Ben, je dirais que c'est une série de choses. Hein. Ben déjà, je vois ma psy 1 semaine sur 2. Moi, ça, voilà. D'ailleurs, il faut mieux rembourser les séances, s'il vous plaît. J'ai envie de dire, ça coûte quoi? Donc là. Désolée. Ouais, donc en fait, oui, je vois ma psy 1 semaine sur 2. Ça me fait énormément de bien. Puis à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là? J'ai l'impression que cette meuf, à chaque fois, elle me voit, je suis par terre. Hein. Genre, tu vois, mais je reviens. Je reviens. Bah, pour revenir sur la question de la graine, moi, quand je parle aux gens, ça m'intéresse pas de parler. Je fais pas des débats avec des gens qui en fait veulent juste débattre de mon humanité. Ça m'intéresse pas en vrai. J'ai pas le time pour ça. Et en vrai, pour eux, ils vont juste continuer leur vie juste après. Moi, je parle que aux gens qui ne savent pas vraiment ou sont dans une question de, bah, écoute, j'ai pas vraiment trop d'avis là-dessus. Je sais pas ce que c'est, blablabla. Même dans une discussion, parce que on est tous issus d'une société dans laquelle on nous a appris à être homophobe, on nous a appris à être transphobe, on nous a appris à être consumériste, on nous a appris à être raciste, etc., etc. Donc ça devient un peu comme quelque chose qui est là dans l'air que l'on consomme. Et donc le but pour moi, donc pour revenir sur la question de la graine, enfin pas le but, mais quand je parle, je ne suis pas là pour convaincre des gens qui questionnent l'humanité d'autrui, en fait, ça m'intéresse pas. Je suis juste en train d'avoir un échange avec des gens qui se questionnent ou qui savent pas plus que ça sur tel ou tel, qui sont dans une forme de curiosité en fait sur tel et tel sujet. Et je pense que c'est comme ça que moi je continue. Et puis à côté de ça, je me promène, je fais plein de trucs qui font que en vrai c'est juste une partie de ma vie. C'est pas qui je suis du lundi 1er janvier au dimanche 31 décembre. Quoi. C'est pas qui je suis. Enfin, je me rappelle une fois où je donnais une visite guidée et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 enfants qui suivaient le groupe depuis un petit moment. Et ils avaient la petite fille avait 8 ans et je crois que son pote ou son grand-père en avait 11 ou 12. Et à la fin de la visite guidée, il restait sur le côté. Et donc je me dis, mais qui est cet enfant? Enfin, qui sont ces enfants? En plus, c'était en plein été, donc je me dis, mais t'as pas un parc où aller ou quelque chose, là, tu vois? Donc, je leur pose la question de « Ah, ça va, j'ai vu que vous suiviez. » Et alors le petit me demande « Comment t'as fait ?» Et les enfants, ils sont très mystérieux hein, quand même. Et donc j'avais un peu honte de lui dire « Aurais-tu la bonté de compléter ta phrase ?» Parce que j'ai pas compris, tu vois. C'est pas comment ils vont réagir, donc j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» tu vois. Et donc il me dit « Comment t'as fait pour qu'ils t'écoutent ?» Et en fait, les petites précisions qui vaut ce qui vaut, ces 2 enfants étaient noirs et en fait, tout le groupe était constitué de personnes blanches et quelques personnes asiatiques. Et en fait, j'ai compris que cet enfant voulait dire comment tu fais pour que eux t'écoutent, parce que j'étais une femme et j'étais noire en plus. Donc, je pense qu'ils étaient très interloqués par Et j'étais dans l'espace public. Et donc, je pense qu'il y avait un petit côté, ils écoutent ce que tu es en train de dire, comment ça se fait qu'ils écoutent, enfin voilà, c'était vraiment bizarre. Ils étaient assez interpellés que pour suivre le groupe pendant une bonne 30aine de minutes. Et je pense que 30 minutes pour un enfant de 8-12 ans, c'est 5 heures, quoi. C'est littéralement 5 heures. Et je pense que c'est ce genre de moment qui clairement me rappelle que oui, en fait, on fait quelque chose. En fait, on fait quelque chose et les enfants qu'on était toutes et tous, hein, moi forcément, je veux dire par exemple, le fait de penser à un enfant qui est en fait un enfant transgenre mais qui ne sait même pas quel est ce mot, qu'est-ce que c'est, ou une petite fille qui a toujours voulu avoir les cheveux lisses, qui vont dans le vent et qui me voit avec mes cheveux crépus, qui se disent ah, tiens, en fait elle est là, blablabla. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais qui font quand même que vu qu'en fait, en général, on n'existe pas dans certains espaces, c'est ce que je disais tout à l'heure, le simple fait pour nous de non seulement exister, de prendre de la place,
de prendre notre place et de l'ouvrir, c'est déjà subversif en fait. C'est subversif et ça parle à n'importe quelle personne qui n'a pas l'habitude de se voir. Donc je disais, une fois par semaine, je vois ma psy. Et puis j'ai quelqu'un que je recommande à tout le monde qui s'appelle Marie Da Silva. Marie Da Silva, c'est trop une... Enfin, pour moi, c'est la preuve que les Avengers, ils sont là en fait. C'est pas un film, tu vois. Non, c'est pas un film. Il y en a vraiment là parmi nous. Et je pense que je prends beaucoup de temps pour ma santé. Pardon. Je prends beaucoup de temps pour ma santé mentale et je pense que ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Donc, le seul fait de protéger même ma santé mentale, pour moi, c'est déjà une lutte. Enfin, c'est déjà une victoire en vrai, parce que le fait de pouvoir être heureuse dans ma vie, franchement, c'est fly. Et puis le fait de donner la rage à des gens, en vrai, c'est trop bon, quoi. Ça a un goût. En vrai, le goût de ça, ça ne s'explique pas. Franchement, ça vaut de l'or, quoi, de savoir que le mec il rentre chez lui, il a des remontées acides et tout. Tu te dis, franchement, et tu te dis, c'est la vie que je mérite en vrai, tiens. Voilà. Autre chose, juste une phrase, mais quand on a perdu la foi, juste essayer de se renouer avec des discours positifs. Parce qu'en fait, nos médias sont faits pour nous déverser que des choses négatives, pour nous diviser, pour nous maintenir dans la peur, dans la haine de l'autre et tout. Et en fait, il y a déjà des gens depuis la nuit des temps, il y a des gens qui vont à contre-courant. Il y a des gens qui n'attendent pas qu'on leur donne la permission, vous l'avez très bien dit, pour agir différemment. Je reprends mes sujets, mais pour faire famille autrement, pour dénoncer le système carcéral, puisqu'on en parlait. Enfin, en fait, il y a déjà des contre-pouvoirs qui sont là. Et en fait, se nourrir de ces discours, quand on a un petit coup de mou, ça fait pas de mal. Donc, de rechercher des informations positives sur des luttes sociales, c'est hyper important, plutôt que de manger la merde médiatique qu'on nous sert. De toute façon, vous n'allez jamais y arriver. Il faut vous diviser, quoi. Parce que c'est ça qu'on nous dit, quoi, dans les médias. On sait avec la lutte écologiste en particulier. Hein. C'est vraiment le côté, ça nous dépasse, c'est beaucoup plus gros que nous. Voilà, le système il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? C'est étudié pour qu'on intègre la notion de désespoir acquis et pour nous paralyser, qu'on se dise aussi. Bon, c'était chouette de t'avoir connu, mais voilà, on va tous claquer. Enfin, voilà. Nous paralyser, c'est politique. De remettre du rêve dans nos luttes aussi. Hein. Et ça, c'est aussi notre responsabilité, hein, notamment dans le cadre d'écologie, d'un parti politique ou autre, mais de prendre l'utopie comme un objet politique et d'en faire quelque chose de cool, en fait, plutôt que de toujours déprimer tout le monde. Moi, j'essaie de faire ça, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà. Nos luttes sont joyeuses. Bonjour. En fait, c'est vraiment parfait comme vous avez terminé parce que ma question c'était est-ce que vous pouvez nous partager une de vos plus grandes joies militantes? Parce que justement, je crois que c'est vraiment super dur, mais la militance, ça apporte aussi des grands moments de joie. Et je trouvais ça chouette que vous puissiez peut-être partager ça. Et je voulais aussi vous remercier parce que je m'attendais à être époustouflée par vos interventions et je l'ai été. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Moi, comme joie militante, je pense que le dernier que j'ai eu en date, c'est un peu ridicule, mais j'ai un neveu qui, en fait, il allait se doucher, quoi, et sur le chemin, il m'a demandé, en fait, pourquoi on nous parle pas de la masculinité toxique à l'école, ma reine? Et je me suis dit, Et je me suis trop dit, mon bébé. Et je me suis dit, j'ai dit, mais comment d'où d'où? Et puis il m'a dit, oui, mais j'ai lu telle fille que tu m'as dit, tel gars, et puis l'autre. Et je me suis dit, bon, on n'est pas arrivé, mais il y a des choses qui, voilà. Et donc en fait, je l'ai surpris à avoir une conversation avec ses autres cousins. Donc il y avait 4 gars qui parlaient de comment aider leur sœur donc leur autre cousine, sans pour autant être hyper protecteur. Alors ils avaient donc ils ont pris une feuille, ils ont fait des tableaux et des trucs comme ça. Et je me suis dit, en vrai, franchement quoi. Et je suis rentrée chez moi à la maison en me disant,
ça va, hein. Donc c'était une très petite, je ne sais pas si on peut appeler ça victoire militante en tant que telle, mais je me suis dit, le plus jeune, il avait 10 ans et l'autre, et les autres, les plus âgés, avaient 14 ans. Enfin, voilà quoi. Et maintenant, ils s'embrassent entre eux en tant que gars. Quand ils sont ados, c'est un peu compliqué, a priori, pour eux, de la manière dont on leur avait appris. Mais maintenant, ça devient quelque chose de très commun. Et ça me fait quand même chaud au cœur de me dire qu'ils sont en train d'abandonner cette il faut être dur, il faut être alpha, il faut être je ne sais quoi. Et ça fait énormément de bien. J'ai pas pensé à autre chose parce que c'était il y a 3 jours, donc ça c'est le truc qui est frais dans ma tête, tu vois, c'est tout. Moi, merci pour ta question aussi. Ce qui me vient à l'esprit, c'est les lieux de collectivité, parce que c'est vrai que c'est encore un autre sujet dont j'ai parlé au tout début très rapidement, mais c'est que moi, pendant longtemps, j'étais quand même très dans un schéma un peu individualiste, je pense, et de remettre du collectif dans ma vie, c'est trop cool. Et je donne un exemple, c'est que, alors là, j'étais en voyage pendant quelques mois, mais en gros, pendant un peu plus d'1 an, j'ai vécu en coloc avec 2 amis. Enfin, on est toujours en coloc, mais moi, j'étais pas là sur place à Bruxelles. Et je ne pensais pas me dire, je vais choisir à 31 ans, j'avais, de vivre en coloc avec des amis féministes par-dessus le marché. Et en fait, c'est con, hein, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est le fait qu'en fait, il y a déjà plein de gens, comme je disais il y a 5 minutes, qui s'organisent autrement, en fait, et qui décident de vivre, par exemple, en coloc avec des gens féministes qui vont pas remettre en question toutes les 5 minutes en disant « not all men, mamia, bref. Des trucs, voilà. Genre, vivre avec un homme, quoi, bref. Ouais, ou genre, je donne l'exemple parce que je parlais de ça la semaine dernière, j'étais à une manif. Enfin, c'est un truc que pendant longtemps, j'ai pas fait d'aller dans des manifs parce que je me sentais pas assez concernée, je sais pas pourquoi, mais bref, du haut de mes privilèges, je pense. Et par exemple, là, la semaine prochaine, c'est le 8 mars, donc il y a une manif. J'étais en France en octobre, il y avait eu un gros week-end de lutte contre l'autoroute A69. Je sais pas si on a entendu parler, mais si, en tant qu'écolo, bien sûr, évidemment. Alors, cette autoroute est toujours en construction, hein, parce que c'est un projet qui date d'il y a 30 ans, donc c'est pas en 6 mois qu'on change, même en 1 an ou 2 que ça change, évidemment. Mais en fait, de voir la mobilisation réelle et effective, c'est un truc c'est trop stylé. On était plus de 10 000 à ce week-end, c'était incroyable. Et c'était joyeux, c'était trop chouette. Et en fait, ressortir de ce genre d'événement, moi, ça me motive encore plus. Ça, plus aussi, on a un peu parlé tout à l'heure, les messages sur les réseaux sociaux. Moi, toutes les semaines, je reçois 5 ou 10 messages de gens qui me disent merci. Et en fait, ça me motive parce que quand il n'y en aura plus, ça veut dire que mon travail sera terminé et que je pourrais parler d'autres choses. Mais voilà, c'est effectif et il y a un impact. Et des gens mobilisés, il y en a plein. Moi, c'est un peu dur parce que je sors d'une période vraiment pas facile au niveau de mon activisme. Je me suis un peu battu contre des murs et tout. Et donc, voilà, c'était très compliqué. Je parle de l'ULB, évidemment, pour les personnes qui ont plus ou moins suivi. Donc c'est vrai que là j'ai un peu cogité dans ma tête, ok, quelles ont été mes joies militantes là-dedans, parce qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Mais je reviens de vacances en vrai, il y a quelques jours. J'étais notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Marseille, et puis j'ai été à Barcelone. Barcelone qui est un peu ma ville de cœur et qui est un peu une des villes où je me sens vraiment très très bien. Et j'avais collé un sticker, le long de mon activisme j'ai fait des stickers, et j'avais collé un sticker à Barcelone à un point assez central, c'est-à-dire sur mon trajet retour de la plage après avoir vu le coucher de soleil. Et je l'avais collé il y a 1 an, et du coup il y a 3 jours j'ai vu qu'il était encore là. Et c'est hyper mignon parce que il n'est pas noyé au milieu d'autres stickers, il est vraiment tout seul sur un poteau. Et il est toujours tout seul sur ce même poteau depuis 1 an. Et voilà, je sais pas, je trouve ça assez génial. Et puis aussi avec ce grand parcours de combat pour que l'ULB se réinvente, on va dire, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Balance ton ULB. Très rapidement passé la main parce que c'était trop dur pour moi, ce compte. Et dans cette optique de passer la main, on avait organisé un événement mercredi soir. Donc c'était un événement, une rencontre Balance ton ULB. Et moi, j'ai pas eu la force d'y aller au final parce que j'avais peur que ça floppe, j'avais peur que ça me démoralise encore plus et j'avais peur que personne vienne et que je doive encore porter le poids de ce combat-là toute seule. Et donc, je suis pas venue. Et en fait, il y avait une 40aine de personnes qui étaient présentes ce soir-là. Ouais. Et en fait, ce mouvement prend. Et c'est assez chouette pour moi de voir que en fait, je suis pas seul
à me battre et que j'ai pas beaucoup de personnes qui sont devant moi, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont derrière moi. Et ça fait parfois du bien aussi de se reculer un peu, parce que quand on est l'étendard d'un mouvement, qu'on se prend tous les coups, c'est dur sur le long terme. Et donc là, de savoir que je peux passer un peu le relais, ça fait du bien et c'est une joie militante pour moi. Alors, je vais juste conclure en disant que le but de la conférence était d'inviter un panel large, d'avoir des luttes différentes, mais de montrer que les luttes s'entrecroisent, se convergent et que tout ensemble, on peut faire de grandes choses. Que aussi, la joie militante, c'est important et que pour moi, cet événement était une joie militante. J'attendais ça depuis des mois, de vous rencontrer, de parler avec vous, de vous voir, et ça m'a fait extrêmement plaisir et je pense que c'est très important. Je pense que ça fait plaisir à d'autres personnes dans la salle, en tout cas je l'espère, et c'est important des moments comme ça d'échange et ça fait du bien à tout le monde. Mais ce que je veux faire, c'est laisser ces 10 minutes la parole à vous trois pour vous présenter, pour présenter votre actualité, vos livres, Bettina et Victoria. Et Stéphanie, si tu veux nous partager une actualité dans ta vie, et vos réseaux sociaux aussi, si vous voulez qu'on vous suive, c'est là aussi pour ça. Voilà, merci à vous trois. Ok, 5 minutes pour faire de la promo. Donc mon livre, Les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres, oui c'est ça le titre. Il a été réimprimé très récemment avec l'update de mon prénom, donc je suis très contente. Et il a été publié aux éditions Mardaga le 24 mai 2023. Et il est toujours en vente où vous voulez. Je suis encore passé à la Fnac hier et il y en avait 7 de stock, ce qui est apparemment assez badass pour un livre qui est sorti il y a 9 mois. Donc voilà, je suis très contente. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est Victoria Pia, P-I-Y-A, ça n'est pas mon nom de famille. Et est-ce que j'ai une autre actualité? Je crois pas pour le moment. Voilà. Non, il y a des petites choses qui vont arriver, mais j'ai pas une actualité comme ça en tête. Donc je vais m'arrêter là. Je pense pas avoir une actualité spécifique là en ce moment. Un mot de la fin. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. non, mais très sincèrement, c'est très bateau, mais je rejoins absolument Victoria sur la question de l'amour et spécifiquement, tant qu'à faire, je dirais quand même la question de l'amour entre femmes, c'est hautement politique à mon sens, parce que pas forcément dans l'aspect romantique de la chose. Hein, voilà. Il faut de l'amour, il faut du soutien, il faut de la sororité, il faut savoir que souvent on dit mes grands-parents sont originaires du Congo et chez nous il y a un principe qu'on appelle l'Ubuntu et l'Ubuntu signifie en somme je suis parce que tu es et donc ouais je pense qu'en tout cas en tant que femme c'est vraiment essentiel de pouvoir sentir dans notre quotidien la force et le pouvoir de l'amour de nos sœurs, quoi. Et c'est, moi, je crois qu'il y a des gens sans ça, c'est peut-être même compliqué, certaines journées, voire certaines années, sans l'amour entre femmes. Je pense que c'est hautement politique et ça désarme aussi le patriarcat parce qu'on se vit indépendamment du regard de l'homme, on se vit dans nos propres sources d'amour, d'amitié, voilà. Donc, mais pas entre meufs pour aller parler de nos gars. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, c'est pas dans ce sens-là. Hein, c'est pas, franchement, non. Donc voilà. Oui, donc aimons-nous, quoi. Yeah. C'est mon actualité de toujours. Aimez-nous. Merci tout le monde. C'était trop chouette et merci pour ce moment. Enfin, vraiment, c'était trop bien de discuter ensemble aussi. Du coup, pour les actes, je vais aussi parler. Oui, donc il y a mon livre Le Temps du choix qui est paru il y a 3 semaines aux éditions Payot. Voilà. Et donc le sous-titre c'est Être ou ne pas être mère. Je pense que vous l'avez saisi. C'est un moment de réflexion à mettre dans les mains de gens qui hésitent ou qui veulent des enfants, notamment. Je le précise parce que comme je tiens un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants, souvent on pense que je parle uniquement du non-désir d'enfant, mais pas du tout. C'est vraiment pas ça le propos du livre. Et donc, c'est un espace de réflexion sur comment dézinguer les discriminations que subissent les femmes en entrant en maternité et comment s'assurer du libre choix pour toutes et tous. Et voilà, et j'ai un compte Instagram du coup qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants où je partage plein de réflexions diverses et variées comme le genre de réflexion qu'on vient d'avoir à l'instant.
Voilà, donc vous pouvez me suivre là. Merci beaucoup et merci Hortense. Voilà, un grand merci à tout le monde.